Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Paul Biya, candidat RDPC, 81%. Joshua Nambangui aussi, SDF, 7%. Maurice Kamto, MRC, 5%. Cabral Libi-Lingué, Univers, 2,2%. Gaga Manadji, ADD, 2%. Adamundam Joya, UDC, 1,43%. Ce ne sont pas là les chiffres prononcés par Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, à la proclamation des résultats de la présidentielle d'octobre 2018. Il s'agit ni plus ni moins de vote, d'intention de vote rendu public il y a quelques jours par un institut américain de sondage. Cet organe dit avoir séjourné au Cameroun pendant 60 jours, avoir sillonné les 10 régions du pays, interrogé un panel représentatif de la société camerounaise. Paul Biya, vainqueur avec 81%, le sondage qui divise. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Paul Biya, vainqueur 81%. Il y a une interrogation, madame, monsieur. Le sondage qui divise. Pour en parler, je suis avec Christian Diop. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes le coordonnateur régional de OMC. 11 millions de citoyens. Naturellement. OMC, il faut s'habituer à ça. Hein. OMC pour le littoral. Voilà, 11 millions de citoyens pour le littoral. Bienvenue sur le plateau. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois d'être sur votre panel. Mais dans cette maison, j'ai participé à plus d'une émission. Oui. Tout le plaisir est le nôtre d'être convié, n'est-ce pas, à ce panel pour pouvoir échanger, n'est-ce pas, d'une problématique qui amuse la galerie. Oui. J'espère bien que cela se passera en toute convivialité et que nous aurons le temps de pouvoir démontrer le contraire de ce qui est fait jusqu'ici. Ok. Sur ce plateau également, Sylvain Tchokoga, bonsoir. Merci, bonsoir Serge Alain, bonsoir à tes millions de téléspectateurs. Il faut rappeler bien sûr que c'est une question centrale qui nous plonge là tout droit dans la question autour de l'élection présidentielle entre influence et réalité. Ok, ce n'est qu'un sondage, hein. C'est French Chocoba. Voilà. Allez, dis que ce n'est qu'un sondage. Oui. Un sondage parmi tant d'autres. Vous êtes le président, oui, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Vous êtes le président de l'association Anou le Cameroun. Effectivement, c'est en ma qualité de président d'Anou le Cameroun que je prends part à ce débat ce soir parce que c'est l'association qui milite pour la paix. Nous militons effectivement pour la paix, nous militons pour la cohésion sociale et il est de nature à comprendre que, à un moment donné où nous pensons que l'histoire de notre pays est menacée, les sondages tels que ceux que nous avons reçus avec nos équipes toute cette semaine, il était de bon temps que nous penchons là-dessus et que nous appelons les Camerounais à être beaucoup plus sérieux pour que nous évitons davantage quelques dérapages et quelques dérives qui doit continuer à garder le Cameroun dans la paix, continuer à garder le Cameroun tel que le Cameroun est, avec ses éléments, avec ses spécificités. Et nous voulons dire ici que, en effet, un sondage comme ce que vous venez de lire, c'est bien parce que vous avez bien fait d'évoquer que ce n'est pas de la part du Conseil constitutionnel. Donc pour moi, je ne viens pas ici aujourd'hui commenter ce sondage-là, mais je viens démontrer qu'il y a quelques éléments de légèreté à un moment donné de notre histoire où les Camerounais attendent qu'il y ait une sorte d'échange convivial. Ce n'est pas encore l'émission, oui, voilà, vous allez développer tout à l'heure, je vous en prie. Sur ce plateau également, Emmanuel Fomo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous faites partie de ce qu'on appelle depuis un certain temps la diaspora camerounaise. Vous êtes président de l'association UNCAM Benelux, oui. Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, oui, Benelux. Et vice-président de la fédération des associations camerounaises de la diaspora en Belgique. J'ai bien pris connaissance des résultats du sondage de l'Institut américain. Un des sondages, hein. C'est pas le seul. Parce qu'il y en a environ 4 sondages.
On va dévaler le vif du sujet tout à l'heure. Oui. J'attire l'attention des téléspectateurs et de nos concitoyens sur le fait qu'un sondage, ça reste un sondage. Ça ne doit pas faire peur. Voilà, ça dépend c'est ce que voilà, vous voulez faire comprendre Sylvain Tchokoga. Sur ce plateau également, lui, c'est Kaminele. Kaminele, bonsoir. Serge Alain Auto, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous ne me présentez pas, je suis journaliste. Et moi, journaliste d'investigation. Journaliste d'investigation, et je suis sur ce plateau ce soir justement pour parler de ce sondage qui semble provoquer une véritable tempête dans un verre d'eau. Je reste avec vous, Kaminele. Ce sondage, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui fait parler tant les Camerounais? C'est l'écart stratosphérique entre Paul Biya, 81%, et le second, Joshua Nambangui aussi, 7%, ou bien c'est celui qui l'a commandé. On va le dire comme ça, parce que depuis un certain temps, on trouve que l'institut qui a fait ce sondage, celui qui est à la tête, se trouve être le frère du Minat. Mais qu'est-ce qui dérange? Il faut d'abord commencer par dire que ce sondage-là, hier, il a explosé, ces chiffres ont explosé dans toute la presse camerounaise. Hier, Paul Biya vainqueur, 81%, Paul Biya 81%. On a taxé cette presse-là d'une certaine presse à gage qui a été achetée. Appelez-la comme vous voulez, mais c'est une presse qui a donné une information qui était, en tout cas, sérieusement concordante. C'est-à-dire que tous ces journaux, tous ces médias d'hier, jusqu'aux réseaux sociaux, avaient absolument les mêmes titres. Et évidemment, ça fait sursauter les candidats et leurs états-majors en se demandant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où Paul Biya gagne déjà à 81%. Et on a vu qu'il y en a qui ont eu le temps d'aller dans les réseaux sociaux, d'aller fouiller justement qu'est-ce que c'est que ce cabinet de sondage, où il est basé, à qui il appartient. Et bien évidemment, les Camerounais ont découvert que ce cabinet existe depuis 2008, que ce n'est pas un cabinet qui a été créé ex nihilo, il existe depuis 2008, et il appartient à un certain Tangandji, qui est le frère effectivement du ministre. Mais à cela aussi, ils ont pris le soin de faire le tour du cursus de ce Camerounais, installé aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années. Même ils ont même eu le temps de prendre connaissance de son cursus universitaire, de ses études, de ses diplômes et de tout ce qu'il a fait aux États-Unis jusqu'à la création de sa boîte de sondage. Bon, il y en a même qui ont alors fini par découvrir qu'il n'en est pas son premier coup et que son premier sondage, il avait fait en 2011 lors de l'élection de 2011. Mais ce sondage n'avait pas été autant médiatisé. Vous savez que l'élection présidentielle de cette année est extrêmement médiatisée. Elle est beaucoup plus médiatisée que toutes celles que l'on a vues au Cameroun jusqu'ici. Donc, ce sondage, il dérange. Il dérange pourquoi? Parce qu'on donne Paul Biya largement vainqueur. Mais il faut comprendre que en lisant ce sondage-là ne fait qu'enfoncer la porte qui est ouverte par tous les Cassandres et tous ceux qui se disent depuis très très longtemps que l'élection est déjà gagnée par Paul Biya. Donc, ce sondage ne devrait faire peur à personne. Et à la limite, celui qui veut n'a qu'à faire aussi son propre sondage. Mais ce sondage est venu donner des chiffres. Et maintenant, il ne faut pas se contenter seulement des chiffres. Il faut lire les éléments de ce qui font dire à ce sondage que Paul Biya va gagner à 80%. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Christian Diop, vous êtes au courant du score de votre champion, 2,2%. Ça vous fait sourire? Effectivement, ça me fait sourire. Parce que au niveau de l'état-major de Cabral Libye, vous êtes appesanti dessus? En réalité, on ne s'est vraiment pas appesanti sur ce fameux sondage, entre guillemets. Mais personnellement, j'ai jeté un coup d'œil sur ce sondage pour voir un peu. Pourquoi? Parce qu'il donne Cabral Libye 2,2%. Il y a aussi des sondages qui donnaient Cabral Libye vainqueur. Hein. Oui, là où vous êtes, ça vous arrangeait? Quels que soient les sondages qu'on a fait jusqu'ici, les sondages ne sont que des sondages. Les intentions de vote. Ce sont des intentions de vote, mais généralement on prend la peine d'en analyser. Moi je veux dire, pour notre état-major, ce sondage nous fait même du bien. Ça nous permet un peu d'avoir une certaine image, n'est-ce pas, du panorama politique tel que cela est perçu. Mais quand on va au fond de ce sondage, on va bien interroger c'est quoi l'échantillon de ce sondage, dans quelle est la période où ce sondage a-t-il été fait, quels sont les sondés, la marge de manœuvre, c'est laquelle, a-t-on, n'est-ce pas, respecté les canevas scientifiques qui postulent, n'est-ce pas, pour un sondage? Non, on se rend directement compte que c'est quelque chose de bâclé. On nous a proposé un truc qu'on ne voit pas
tous les canaux, n'est-ce pas, pourront nous aboutir à un sondage. Et si on en vient évidemment à la collusion dont parlait le papy de la presse tout à l'heure, pour nous dire il y a quand même comme un délit de patronyme entre celui qui commande le sondage et celui en réalité... Non, rien ne dit que celui qui a commandé le sondage. Voilà, absolument. Celui qui donne le sondage. Comment le fait-il? À quelle fin le fait-il? Déjà là, il faut interroger également. Bon, c'est autant de paramètres dont on peut convoquer. Mais il a fait aussi en 2011, on l'a appris tout à l'heure. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On dit que ça a toujours été commandé de la même façon. C'est-à-dire c'est un cabinet au solde, bien entendu, de l'ordre politique établi. Ils ne font que faire ce genre de choses pour pouvoir, décourager certains esprits un peu déjà affermis jusqu'ici, mais ce n'est que de la blague. Nous, on a pris ça comme une plaisanterie. En réalité, il y a un effet pervers, croyant, n'est-ce pas, gonfler, démontrer à bloc, à souhait que non, M. Biya gagne à 80%. Dans quelle république? Dans ce Cameroun, aujourd'hui, non. Mais en réalité, ils sont en train de révolter les gens. Parce que tout le monde, ce que moi j'ai constaté, c'est que dans le taxi que j'ai pris tout à l'heure, nous étions 5, tout le monde se disait mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? On va aller voter. Pour moi, c'est un bien que ce sondage soit sorti, parce que d'une part, il y a un effet pervers. Croyant décourager les gens sont plutôt remontés à lui faire la peau, comme on dit au quartier. Ok, Emmanuel Fomo, ce sondage, vous l'avez... quelle interprétation vous faites? Ben moi, les sondages, vous savez, ce n'est jamais une vérité divine. Hein. Ouais. Vous avez vu Lionel Jospin en 2002, qui était donné le prochain président de la France. Tout récemment, on avait Hillary qui était donné favori aux États-Unis. Personne n'imaginerait qu'Emmanuel Macron serait président de la France aujourd'hui, parce que pour tout le monde, JP, c'était le candidat naturel des Français. Et donc, comme certains copanélistes ont évoqué tantôt, moi, toujours face à un sondage, je me pose la question de qui commande les sondages. Les instituts de sondage sont comme des entreprises qui gagnent de l'argent. Oui. Et donc, ils vont opérer une mission qui leur a été confiée par le client. Maintenant, on va discuter peut-être sur les techniques de sondage. Parce qu'en France ou ailleurs dans le monde, les instituts comme Ipsos, IFOP, BVBA et tout ça ont des techniques de sondage. Il y a des sondages aléatoires qui sont basés sur un échantillon de la population, sur une catégorie professionnelle, socio-professionnelle. Il y a plusieurs critères. Sur l'âge et tout, vous avez parfois souvent vu que les jeunes en France étaient favorables au FN, tandis que les personnes plus âgées sont favorables à la droite et tout ça. Donc il y a cette culture sociologique qui se fait. Ici, moi, je m'interrogerai sur le public qui a été sondé, la manière, quelle est la formulation même de la question qui a été posée au sondé et tout ça. Et évidemment, quelle est la marge d'erreur? Parce que personnellement, je crois que dans une démocratie, on ne gagne pas une élection à 81%. Sylvain Tchokoga, c'est les cas qui vous... Sauf chez les soviétiques. Oui. Mais là, nous ne sommes pas démocratie. Oui, Sylvain Tchokoga, c'est les cas qui dérangent? Au-delà, j'ai envie de dire que quand on parle de déranger, comme je l'ai dit à l'entame, je ne vais pas commenter ce sondage-là pour des raisons stratégiques. Parce que vous savez que nous sommes dans un environnement où les gens sont sous le coup de l'influence. Les gens vivent dans une... nous savons à quelle fin, très souvent, les sondages sont orientés dans notre pays. Quand on va me citer la France, les États-Unis et consorts, j'ai envie de dire que la réalité de notre pays ne s'adapte pas aux éléments tels que les sondages sortis des environnements tels que ceux de la France ou tels que ceux des États-Unis. Mais pourquoi nous, par exemple, à nous au Cameroun, nous n'accordons pas plus de 10% à tout ce qui est fait comme sondage en ce moment dans notre environnement? Pourquoi? Parce que l'intangibilité de nos frontières ne peut donner à aucun candidat de 80%. Il faut reconnaître que nous sommes à une période extrêmement sensible où les populations se posent la question quels sont les outils qu'on a utilisés pour nous présenter un sondage? Est-ce que cela a pris en compte l'environnement sociologique dont il a commencé par évoquer un certain nombre de faits
pour dire que aujourd'hui, quand on nous dit, ok, on a interrogé les gens dans les 10 régions, nous savons que l'électorat est essentiel. Le vote est communautaire dans nos pays africains. Alors, est-ce qu'on nous a dégagé le vote communautariste dans ce sondage-là? Je rappelle aussi que 8 Camerounais sur 10 sont jeunes. 8 Camerounais sur 10, pour dire que s'il fallait aller refaire un sondage, ceux qui sont habilités, ceux qui ont de la disponibilité à répondre à un questionnaire fiable, efficace et à répondre présent, c'est des gens qui sont situés dans le 8 sur 10. Donc, et 60, c'est une logique, c'est une réalité de notre pays. Je vais vous dire quelque chose, Serge Alain. Si vous vous baladez maintenant dans les rues d'Aqua ou les rues du Cameroun, vous devez vous poser la question dans le domaine de la musique, qui est le meilleur artiste camerounais, le meilleur artiste musicien camerounais? Vous savez qui on va vous dire? Petit pays. Mais alors, rendez-vous... Vous avez bien dit, vous êtes à quoi? Non, j'ai dit dans toutes les rues du Cameroun. Non, c'est pas possible. Dans toutes les rues du Cameroun, les jeunes vous diront que c'est petit pays. Maintenant, quand vous allez vous rendre dans une maison de vente de disques, posez la question, quel est le disque le plus vendu? Vous allez trouver autre chose. Oui. Je vais vous donner d'autres cas pour vous démontrer que les études comparées prennent en compte l'environnement sociologique. Les études de marché, allez questionner les investisseurs, les hommes d'affaires, que on vous a dit que X produit est adaptable, est vendable, peut séduire le consommateur camerounais. Mais à la fin, je vous rassure, je vous rappelle que ce n'est pas quand vous rentrez dans l'opérationnalisation de ce produit-là, c'est tout autre chose sur le terrain. Donc, pour venir aujourd'hui, pour finir, et dire que on a un candidat qui peut gagner une élection en 2018 au Cameroun, avec le niveau de l'intensité sur le plan de l'influence communicationnelle, sur le plan de l'implication de la chose politique par une bonne partie de la population. Et je rappelle que sur les listes électorales, les plus inscrits sont des jeunes entre 20 ans et 35 ans. C'est officiel. Et vous allez me dire, et c'est pourquoi je dis que commenter un tel sondage rentre également dans la logique du complot, rentre également dans la logique de l'influence et de la manipulation, parce que ceux qui commandent les sondages ont des objectifs. Prennent bien l'échantillonnage qui leur est favorable, parce qu'ils savent que l'environnement actuel de notre pays, nous le savons bien, nous connaissons le taux de chômage, le taux de paupérisation de notre République, et ce qui fait que on prépare dans les sondages la manipulation, l'achat de conscience, l'achat de vote. Et je dis, quand on ne va pas nous dire dans un sondage, qui est-il? Qu'a-t-il fait? Il vient d'où? Est-ce qu'il rassure? Est-ce qu'il peut encore assumer? Qui sont les questions de conclusion. Je pense que les Camerounais seront loin de commenter les sondages avant le 7 octobre. Oui. Kamine, dites-moi, ce sondage, on dit, Paul Biya déjà vainqueur, c'est une espèce d'output. On veut travailler les gens. J'ai du mal à comprendre pourquoi ces chiffres donnent la danse de Sengui aux Camerounais. On dit bien, nous sommes dans les intentions. Nous sommes dans un sondage. Il y a eu plusieurs sondages. Un sondage n'est qu'un sondage. Un sondage est certainement un sondage d'abord fait par un cabinet, est une commande faite. Moi, je pense que les Camerounais auraient dû se demander, mais qui a passé, qui a commandé? Personne ne se pose cette question. Mais on a trouvé celui qui a exécuté. Mais qui a commandé? Qui vous dit que c'est forcément le RDPC qui a commandé? Donc moi, je pense qu'il fallait d'abord commencer par là. Bon, maintenant, l'Institut même qui a pratiqué ce sondage-là, évidemment, il a utilisé sa propre technique, il a utilisé ses moyens, il a certainement fait son
étaler son échantillonnage dans les villes, dans les campagnes, au niveau des classes moyennes, au niveau des cadres et tout ça. Et quand il dit certainement 81%, c'est pas 81% des 28 millions de Camerounais, c'est certainement 81% des votants. Oui. Parce qu'il y a des gens il va y avoir une forte abstention, il va y avoir des gens qui vont voter, il y a des gens qui ne pourront pas voter, mais tu vois-t-il que ce cabinet a fait son boulot. Maintenant, il faudrait que les gens comprennent que, pour bien comprendre ce sondage, il faut le lire. Ce sondage dit que, en réalité, les autres candidats n'auront pas beaucoup de chance dans le septentrion, qui constitue le plus grand vivier électoral du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils estiment que dans la Damawa, dans le nord et dans l'extrême nord, Paul Biya a ratissé carton plein parce qu'il a pris toutes les sensibilités politiques de ce côté-là, tous sont les alliés. C'est l'UNDP, l'ADD et tout le reste. Non, Adam Moustapha, c'est l'ANDP. Voilà, tout le monde est derrière Paul Biya. Donc, de ce côté-là, ils se disent que c'est le carton pratiquement plein. Ils disent que de l'autre côté, quand on va dans le grand centre-sud-est, évidemment, ils se disent que c'est un émiettement, mais là-bas, c'est la base, c'est le camp inexpugnable. Donc là où les autres vont aller se débrouiller du côté du littoral, de l'ouest et tout cela. Bon, mais maintenant, quand ils le disent et quand ils regardent, ils demandent aux gens de regarder les manifestations d'intérêt pour le candidat Paul Biya. Toutes ces cotisations spectaculaires que l'on a vues à travers le Cameroun, 200 millions par-ci, 300 millions par-là, 150 millions par-là. Mon voisin de droite peut dire que cela relève de la manipulation, mais tu vois-t-il qu'on a vu des gens se bousculer pour venir cotiser de l'argent. On a vu des gens multiplier les meetings et toutes sortes de gesticulations publiques pour démontrer leur amour ou leur engagement derrière Paul Biya. Donc ce sondage, qu'il ait été commandité par le RDPC ou pas, tu vois-t-il que lui, ce sondage a voulu s'en tenir à des éléments objectifs. Et des éléments objectifs qu'il a vus sur le terrain, et il se dit que bon, maintenant, en regardant très bien comment ça se passe, comment le chef... Je termine. Où est l'objectivité dans un sondage à 81% avec 9 candidats en liste? Oui, mais écoutez, quand vous me demandez où est l'objectivité, je peux vous demander qu'est-ce que c'est que l'objectivité. Il y en a certains qui peuvent dire que l'objectivité, c'est 50% pour les juifs, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce cabinet, lui, a considéré certains éléments comme des éléments objectifs. Par exemple, c'est-à-dire que l'ancrage de tout le septentrion derrière Paul Biya et beaucoup d'autres. Donc moi je dis seulement que je ne vois pas pourquoi, mais l'opposition n'a qu'à faire aussi des sondages. Personne n'interdira à un office camerounais de faire des sondages. Mais moi je ne vois pas pourquoi ce sondage pousse tant les gens à couper les cheveux en quatre. Okay. Sincèrement, moi je ne vois pas. Il y a un autre sondage, je crois que là, il place votre candidat en tête, les internautes. Oui, en réalité. Réalisé entre le 17 mai et le 30, Afrique Informe. Sur 2840 internautes, 1710 ont choisi Cabral Liby, suivi de Maurice Kamto, 660. Paul Biya n'est que troisième, hein, avec 205. Oui, en réalité, c'est Jalin. Vous me permettez déjà de mettre un peu en cause ce que disait le papier tout à l'heure. En réalité, quand on regarde ce sondage, quand on cherche l'échantillonnage à la suite de M. Tchokonté, si on parle des votants, qui sont des votants, si on parle de qui sont des votants, puisqu'ici, prenons une région comme la région du littoral, si on prend les inscrits du 1er janvier, je vais dire du 2 janvier au 31 août, vous allez voir qu'on a 63% de jeunes de moins de 35 ans, de 20 à 35 ans. Maintenant, donc, si on veut faire une analyse, si on veut sonder, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas au vote, voyez-vous des jeunes en train de voter M. Biya dans ce Cameroun à 81%, ces jeunes qui sont dans une situation de paupérisation extrême, ces jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi, ces jeunes qui sont mis à la touche en train de voter en ces temps, M. Biya, non. Il me semble que tous les sondages dits sérieux qui sont ouverts, dont on a vu, dont on a accès au vote, parce que là on vient de déballer un sondage un jour dont on ne sait pas quand on l'a fait, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut déjà s'y construire. Ils disent qu'un panel assez représentatif de la société camerounaise. Voilà, maintenant ils ne peuvent pas se limiter aux jeunes. D'accord, maintenant pas les jeunes, maintenant qui représente, quel est le panel qui représente la société camerounaise? Forcément, si on veut voir qui représente, on va chercher ici la notion de représentativité, de qui le font. Certainement nos vieux qui sont... au palais des Verts de Ngouaïkele, ça sont les représentants légaux. Maintenant, si on veut fouiller en réalité, parce que là on ne demande pas, je dis bien que ce soit les cas types, que ce soit la marge d'erreur, comme on dit dans les sondages, cela ne laisse transparaître rien jusqu'ici. Donc on ne voit nullement l'objectivité. Il n'y a pas de critère objectif de scientificité, n'est-ce pas, dans le sondage, tel que c'est fait dans la pratique. Maintenant,
je vais aller à la suite de l'autre qui disait que en réalité on se paie en conjecture pour rien. On veut amplifier une manipulation qui veut, n'est-ce pas, ici préparer les esprits. Ouais. En réalité, le fait, mais soit ça nous permet, cela participe de l'animation, n'est-ce pas, du processus électoral en lui-même. Parce que les sondages, comme quelqu'un le disait, pour faire un sondage comme ce qu'on a vu par un institut, c'est au moins 500 millions. Ouais. Est-ce que les partis qui sont les nôtres ont ces moyens de pouvoir le faire? On se pose la question. Traitant un peu de ces questions, est-ce qu'on a vu sur le terrain un peu? Je veux bien savoir qui on a interrogé, quels sont ces jeunes? Jusqu'ici, on se cherche. J'ai vu des jeunes intervenir aujourd'hui, on cherche où cela est passé, j'ai pas vu. Parce qu'au moins, on aurait su quelque chose de ça. Pour dire donc que bon, ces sondages, en réalité, ils trouvent toujours pas leur pertinence. Oui. Par contre, c'est que ces sondages n'intègrent pas. C'est ce qu'on a appelé le mécanisme nouveau de citoyenneté. C'est-à-dire Internet et réseaux sociaux. Oui. Parce qu'en réalité, c'est là où on découvre désormais, c'est les moyens d'expression que nous, les jeunes, nous avons. Nous ne pouvons pas toujours aller dans les médias. Vous voyez, je suis là aujourd'hui. C'est pour la première fois. On ne peut pas toujours aller dans les médias classiques. Par contre, ces médias d'expression que nous, je veux dire quoi, ces canaux d'expression que nous avons permettent de traduire. Aujourd'hui, on a au moins le baromètre de la politique. Et c'est ce mécanisme-là qui a permis, bien entendu, de relever, de ressusciter l'engagement politique des jeunes au Cameroun. La preuve, souvenez-vous que, n'est-ce pas, le phénomène Cabral-Libye, par, n'est-ce pas, de la dimension Internet, ça s'est construit. Et vous voyez, ces milliers de jeunes, ces milliers, je veux même des millions de jeunes qui sont derrière lui. Après, vu les vainqueurs, déclarés vainqueurs pour les internautes. Tous les sondages faits au Cameroun, par des instituts camerounais, et même d'ailleurs, voyez-vous, avec des trucs ouverts où on pouvait voir comment on vote. Parce qu'un sondage, on doit au moins nous montrer comment on vote. On nous présente, ça veut dire quoi? Serge Alain, moi aujourd'hui, je peux commander un sondage. Je peux faire un sondage moi-même. Avec les techniques que nous avons, le lendemain, je peux vous donner, je bâcle et vous connaissez déjà qui va être le vainqueur. Oui. Par contre, on peut faire un truc là où tout le monde, on voit, comment dirais-je, on voit la progression. Mais là, on est venu nous donner des résultats, on ne sait pas, on l'a fait. On l'a fait, ouf. Mais ceci dit, la première question, c'est on fait un sondage parce qu'il a été commandé. Oui. D'accord. Maintenant, ce sondage a été commandé par qui? Si on revient à la problématique que nous avons soulevée au départ, celle de la problématique de la patronymie, on comprend fort aisément d'où cela sort. Mais on va dire aux nôtres, à tous les jeunes, à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos partisans, comme on l'a dit, de se calmer en réalité, il n'en est rien. Voilà. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début. Voilà. C'est ce que je vous dis depuis le début. Maintenant, pour revenir au vieux qui disait tout à l'heure le septantillon aussi, sinon, on ne va pas revenir au classicisme en temps. Je veux bien savoir ce qu'Amadou Moustapha représente aujourd'hui. Je veux bien savoir ce que représente Garga par rapport à un jeune comme Salomon Diéwa à l'extrême nord ou alors Ibrahim Diagra. Ouais, des jeunes qui portent la parole, qui portent la voix au nom des jeunes des l'extrême nord, qui ont des milliers de jeunes, des personnes derrière eux. Voilà les véritables personnes qui iront au vote. Voilà ceux qui vont participer aux élections. Voilà les acteurs politiques nouveaux qui sont en construction que vous allez voir bientôt sur l'échiquier politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je vais vous poser une question. Vous avez été déjà dans le septentrion. J'ai fait. Vous avez été dans un village comme Moulvoudaï. Je suis allé. Vous avez été en Gaoui. Vous connaissez combien de jeunes qui peuvent vous dire que moi je vote Kamto, je vote Akiremouna? C'est pour ça que je suis en train de dire que le vote dans ces régions-là, de l'extrême nord ou du nord ou de la Damawa, on ne peut pas comparer ce vote-là et cette classe de votants à ceux de Douala. Peut-être entre-temps, vous n'y êtes pas allé dans ces zones-là. Moi je vous parle parce que j'ai fait ces zones. J'ai fait le septentrion, j'ai fait tout du Cameroun avec Cabral-Libye. Nous y sommes allés. Nous avons touché, nous sommes allés dans l'arrière-pays. Nous sommes allés à Moutourwa. Nous sommes allés à Ngawi, comme vous dites. Nous sommes allés dans ces villages. Nous avons dit que nous avons palpé. Nous connaissons quelle est la réalité sociale, quelle est la demande sociale à l'heure actuelle. Et souvenez-vous que, comparativement à ce qui est fait, regardez les chiffres, vous allez voir que l'appel de Cabral de 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits, vous allez voir combien de jeunes se sont inscrits pendant cette période, combien de populations sont inscrites. C'est une très bonne chose. Et c'est ceux-là qui iront, bien entendu, au vote. Donc, souvenez-vous qu'aucun candidat au Cameroun, ça je le parle même, mon candidat Cabral, ne peut gagner une élection à 50%. Parce que le contexte politique... Voilà, vous nous rejoignez donc. Je crois que c'est ça qui dérange beaucoup plus. Le score, je l'ai dit, c'est aligné. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on ait placé Paul Biya à 81%, dans le contexte qui est le nôtre actuel, c'est ça qui dérange le plus. C'est l'écart entre le premier et le second. Déjà, moi, je dirais tout d'abord que la condition rigoureuse d'indépendance dans le présent sondage ne me semble pas avoir été prise en compte. Oui. Parce que
quand on fait un sondage et qu'on va chez le frère du ministre de l'administration territoriale, ça prête à confusion. Là, ça ne lève pas des soupçons. Parce que le sondage, les instituts de sondage eux-mêmes doivent prendre en compte leur crédibilité, in fine. Parce qu'à la fin, si vous donnez un score de 90% pour un candidat et qu'au final on a 50%, même si les candidats gagnent, ça ne fait pas un institut crédible. Ici, moi, le doyen a parlé tantôt du septentrion et tout ça. Moi, j'étais à l'extrême nord et tout ça, il n'y a pas plus que 3 mois, lors de mon récent séjour au Cameroun. Moi, je crois que les Camerounais, dans l'immense majorité, vivent dans un état de paupérisation très avancé. Vous voyez l'état des routes à Douala. J'ai coutume de dire que le débat aujourd'hui sur la CAN 2019, le Cameroun gonfle les muscles en disant non, la CAN aura lieu et tout. La question pour un pays normal ne devrait même pas se poser. On serait en train de faire les derniers réglages. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas, le gouvernement ne devait pas être dans la posture de discuter avec tel ou tel la question de savoir si la CAN aura lieu ou pas. On aurait été fixé 2 années auparavant. Oui. Et moi, je pense que au-delà du score, le Cameroun va très mal. Ce serait vraiment antipatriotique de l'ignorer, d'ignorer que le Cameroun va mal. Moi, je me demande d'ailleurs, quand je circule dans les rues de Douala, il n'y a pas que les rues de Douala. La route de Yaoundé, la route de Bafoussam, l'entretien routier, tout ça. Il y a tout. Nos aéroports, comparés pas à ceux d'Europe, à ceux des pays comme le Rwanda, la Côte d'Ivoire, tout ça. Notre pays stagne. Nous nous enfonçons davantage. Oui. Et là, voilà, on va rester sur, sur le sondage. Voilà. Est-ce que, au-delà de tout, est-ce que ce n'est pas une façon pour informer les acteurs que peut-être beaucoup reste à faire sur les intentions de vote? Moi, je crois que cette situation devait interpeller les autres candidats à revoir leur stratégie de campagne. Aussi commander d'autres sondages si possible. Oui. Parce que c'est sondage contre sondage. D'ailleurs, il a parlé tantôt d'un sondage qui donne Cabral-Libi gagnant. Oui. Maintenant, essentiellement, il faut se poser la question aussi de savoir pourquoi les Camerounais votent. Il a évoqué un sujet tantôt dont je m'insurge parfois dessus. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on vote un jeune. Voilà, le RDPC a, je crois, un organe des jeunes. Tous les partis ont des organes jeunes. Je crois que le mal des Camerounais, toutes catégories d'âge confondues, est patent. Et moi, je pense que cette situation de 81% apparaît à mes yeux comme un sondage propagandiste. Oui. Donc, il faut... Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Oui. Pour moi, c'est ce qu'a dit Sylvain Tchokoga. Est-ce que la propagande est interdite pendant la campagne électorale? C'est même la base, c'est même la règle. C'est-à-dire qu'il faut démontrer les muscles, dire que non, c'est nous qui allons gagner. Comme d'ailleurs chaque candidat le dit. Parce que quand Cabral dit que moi je serai le prochain président de la République du Cameroun, il le dit avec assurance. Il le dit à partir de fait. Quand M. Kamto dit que je serai le prochain président, il le dit chacun. Moi je pense que chacun y va. Personne ne va en loser, chacun il va ensuite disant que je vais gagner. Or, ce que le public attend, ce que le peuple attend, c'est que les uns et les autres, chacun déroule son projet de société, qu'il dise ce qu'il va donner, et c'est celui qui va être le plus crédible. Ce n'est pas de dire les sondages, chacun, les autres n'ont qu'à commander des sondages. Quand le sondage donnant Cabral-Libi vainqueur est sorti, est-ce que vous avez entendu le RDPC crier? Est-ce que vous avez entendu Kérim crier? Vous confortez l'idée selon laquelle c'est une commande du RDPC. Mais c'est une... Attendez, moi je vais poser la question. Évidemment. Je dis, la question fondamentale, la question de base, qui a commandé? Parce qu'un sondage, ce monsieur n'est pas venu des États-Unis pour faire un sondage au Cameroun à ses frais et pour rien du tout pour les yeux de la princesse. Qui a commandé le sondage? Et c'est la question par laquelle les interrogations devaient commencer. Mais ce que moi je suis en train de dire, c'est que d'autres fassent des sondages.
Et vous allez voir que les sondages des uns et des autres, des sondages des uns seront différents des autres. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des sondages en France, avec Macron, aux États-Unis, avec Hillary Clinton, qui était donnée gagnante, avec Jospin, qui était donnée gagnante. Mais la réalité de l'élection a fini par ramener les uns et les autres à cette réalité. Non, François Soudan, le oui. directeur des rédactions de Jeune Afrique, oui. qui dit que Paul Biya est vainqueur, il donne Paul Biya vainqueur. Voilà. Qui a commandé là aussi. Non, moi je crois que François Soudan, oui. Ça n'est pas un sondage, c'est un point de vue. Oui, c'est son point de vue. Il fait une lecture de notre société. Voilà. Je suis il est coutumier d'ailleurs du genre. Je sais bel et bien que c'est un porte-parole, n'est-ce pas, de l'ordre établi. Naturellement, pour polir son image, on a besoin de passer par Jeune Afrique et François Soudan est coutumier de ce genre de choses. Oui. Je suis d'ailleurs de ceux, Serge Alain, qui pensent que le vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre, oui, ce sera Paul Biya. Il n'en saurait être autrement. Parce que, pour ma part, les conditions d'une élection juste et transparente ne sont pas réunies. Et alors, pourquoi donc vous insurgez donc contre le sondage? Parce que, attendez, moi je suis en train de dire... Il faut établir l'équilibre. Sylvain Tchokoga, allez-y. Oui, je comprends beaucoup de choses sur ce plateau. Les uns, beaucoup de bonnes choses et à la fin, beaucoup de mauvaises choses. Pour dire que aujourd'hui, nous, quand je parle de nous, je parle d'un Cameroun, nous avons demandé aux candidats, nous pensons que les candidats doivent mettre de côté la question des sondages. Parce que l'environnement socio-politique de notre pays penche beaucoup plus aux gens qui commandent des sondages pour manipuler et pour influencer. Alors, la chose à mettre en avant pour cette élection qui se présente à la face du monde comme un challenge, c'est l'offre politique. C'est l'offre politique. Et dans l'offre politique, nous pensons que le meilleur pourra gagner. Il n'est pas question de comprendre que sur les plateaux, je suis de ceux qui pensent que Cabral Libi va gagner, je suis de ceux qui pensent que Maurice Kamto ou alors le président Paul Biya va gagner. Que non, sur la base de quoi aujourd'hui? Parce qu'il faut rappeler qu'entre toutes les déclarations que nous faisons aujourd'hui, c'est le peuple camerounais, c'est la population camerounaise qui est à Yagua, qui est à Bertois, qui est à Bomban, qui sait, qui connaît les véritables raisons pour lesquelles elle ira aux urnes et apporter son choix à X ou à Y. Alors, il ne revient pas aujourd'hui. Et puis, je voulais rabâcher quelque chose pour dire que quand on cite... Est-ce que le sondage, c'est une spécificité camerounaise? Quand on cite quelque chose, c'est bien beau. Nous avons dit ça s'inscrit dans l'évolution mondiale de la démocratie. On dit mais dans les intentions, c'est pas le vote. C'est pas le vote, M. Tchokoga. C'est Jalin. Sauf si vous perdez de vue la réalité de notre pays depuis 2011 jusqu'à maintenant seulement. Pour dire que chaque fois quand on nous brandit une information sur le plan politique, on se prépare à le mettre en musique. On se prépare et on se donne les moyens parce que c'est des éléments d'influence. L'Institut français de sondage donnait Gbagbo vainqueur en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que vous pouvez, ceux qui nous regardent, peuvent nous donner le contraire que Gbagbo, avec la détermination, avec l'engagement, avec la mobilisation qui était en faveur de Gbagbo, y compris des résultats de sa gouvernance, faisait perdre Laurent Gbagbo. Alors, quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie de dire que la réalité, c'est que les Camerounais doivent rester concentrés. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui autour de... J'ai appris un autre sondage qui est sorti par un cabinet de marché au Camerounais, qui est basé à Douala, qui donnait le président Biya vainqueur à 43%, Cabral Libi deuxième à 23%. Alors, vous voyez que nous entrons là dans une sorte d'influence. Et je voulais préciser que
Pourquoi on commande les sondages? C'est pour justifier régulièrement soit une victoire ou alors un positionnement dans un classement. Parce que vous n'allez pas me dire, la preuve, on ne brandit le fait que c'est un cabinet américain. Ceci, sur le plan de politique internationale, de relations internationales, il est question ici, j'ai appris, les gens ont dit, les États-Unis ont donné leur position sur les élections au Cameroun. Donc, vous comprenez, acceptons-le, c'est de la manipulation. Nous ne devons pas accepter de commenter les sondages. Nous ne sommes pas au 7 octobre. C'est le 7 octobre que nous allons discuter des tendances, parce que nous avons vu les Camerounais aller aux urnes. Nous avons vu des populations du nord, du sud, de l'ouest et de l'est aller aux urnes. Et chacun est revenu avec un sentiment. Mais pour l'heure, entre l'isoloir et l'électeur, il y a une seule personne qui peut interférer. Pour ceux qui sont des chrétiens, ce n'est que Dieu. Donc pour le moment, n'allons pas publiciter des candidats. Nous disons à nous au Cameroun que les 9 candidats battent campagne et que les 9 candidats aillent présenter leur offre politique à tous les Camerounais, dans tous les coins et recoins du Cameroun. Et c'est sur la base de cela que les Camerounais auront la légitimité de faire d'un candidat président du Cameroun, et non le contraire. Il faut qu'on sorte de ce qu'on veut nous présenter aujourd'hui, qui va... nous sommes le 18, nous sommes à 3 semaines. Effectivement, tous ces sondages, régulièrement, si vous voyez, si vous avez vu en France. Maintenant, vous avez dit que rien ne donnait Macron vainqueur en France. Je pense que pour ceux qui ont suivi le travail de Macron sur le terrain, ceux qui ont porté Macron à la présidence française, sont ceux qui l'accompagnent tous les jours, même si les gens vont convoquer le CAC 40. Le CAC 40 est venu intervenir comme un groupe de décision, mais l'électorat de Macron avait été déjà orienté en fonction de son personnage, de sa personnalité, d'un homme accessible, d'un homme de terrain, d'un homme qui retrousse des manches, d'un homme qui discute avec les gens de sa génération au quotidien. C'était visible. La preuve, allez regarder qui était le directeur de campagne de Macron. Allez regarder qui étaient ses porte-paroles. Allez regarder qui défendaient les programmes de Macron sur les plateaux de télévision. Pour dire que si nous voulons calquer ce modèle, le résultat de cette élection sera différent. On veut comprendre pourquoi ce sondage divise. C'est ça le débat aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc, nous tous sur le plateau, nous sommes en train de converger vers une seule conclusion, c'est-à-dire que c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que leur sondage n'est qu'un sondage, voilà. Que les autres sondages qui ont présidé celui-là ont été des sondages. Les sondages qui vont suivre, qui vont présenter Kamto ou Akiri Mouna ou Kabalibi vainqueur ne sont que des sondages. On attend le résultat. Moi, c'est pour ça que je dis que je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de s'époumoner et de se crêper le chignon pour rien, pour un sondage qui n'est qu'un sondage. Ok. Emmanuel Fomao. Oui, je voulais juste dire que le sondage, il est préélectoral. Faisant allusion à ce que M. Djokovic disait tantôt, le sondage, il est préélectoral. Et ça, il faut aussi savoir que le sondage, il a un rôle d'influence. Il a un rôle d'influence, ça influence terriblement les électeurs. À un moment donné, quand elle est proclamée vainqueur, ça crée même des abstentions. Il y a des gens qui restent à la maison parce que non. Quand c'est à deux tours. Oui, quand c'est à deux tours. Même quand c'est à deux tours. Quand c'est à un tour. Si vous êtes 2 candidats. Parce que là, ça peut influencer les décisions. Oui. Ça peut influencer les électeurs. Et se dit que, comme vous avez gagné, si les électeurs anti-Biya partent du principe que Paul Biya a déjà gagné, ils resteront à la maison. Ça, il faut faire attention. Et les sondages, moi je dis toujours, dans une véritable démocratie, on a besoin de sondages. J'allais justement vous poser la question, devait-on les interdire? Non, pas interdit. D'ailleurs, les candidats ont besoin de sondages. Voilà, justement, c'est le vrai sondage. Voilà, c'est un vrai sondage. Permet de mesurer la popularité des candidats. Pour savoir où ils se situent. Voilà. Échanger de stratégies, améliorer et tout, voilà. Moi, je pense que
C'est d'ailleurs pour ça que tantôt, j'ai dit que il fallait que ça interpelle les autres candidats, que ça essaye de les booster, qu'ils se mettent en route, qu'ils changent de stratégie pour faire en sorte que... Quel que soit celui qui a commandé. Quel que soit... Oui, les autres peuvent commander. À la limite, qui commande aussi. Oui, qui commande aussi, mais sauf que moi, je ne perds pas de vue que nous sommes dans un pays qui a une spécificité. Notre pays est pauvre et très endetté. Et je suis de ceux également qui ne stigmatisent pas l'opposition de ne pas travailler ou qui en veut à la presse de ne pas jouer son rôle parce qu'elle est pas... C'est un discours contraire. Non, moi, contraire à quoi? Non, je veux dire que... précédemment. Non, contraire à quoi? Qu'est-ce que j'ai annoncé précédemment? J'ai dit que vous êtes de ceux qui pensaient que le président devait partir vers... pour une raison... Oui, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Non, je suis cohérent. Je vous Mais je m'explique. Laissez-moi m'expliquer jusqu'au bout. D'ailleurs, moi, je dis que pourquoi est-ce que je pense que le président gagnerait? Parce que les conditions de l'élection ne sont pas justes et transparentes. Avez-vous déjà vu une élection dans les autres démocraties? On a le ministère de l'Intérieur qui n'a pas, en France, qui organise l'élection, mais qui n'a pas l'emprise sur les chiffres. Ici, on a une commission électorale qui est nommée par les chefs de l'État. Les membres du conseil électoral sont choisis par le président de la République. Ça me pose un problème. Je ne le dis pas de gaieté de cœur. J'aurais voulu que la bataille... Est-ce que vous savez que Yaya Jammeh était celui qui avait nommé son président de la commission électorale, mais il est parti aux urnes? Est-ce que vous savez que Abdoulaye Wade a perdu les élections face à un candidat? Moi, je vais vous poser une question. Que dans l'analyse que nous faisons, restons dans la logique de permettre aux candidats d'aller au fond avec leurs propositions politiques. C'est ça qu'il s'agit. Non, le débat n'est pas là. Moi, je vais vous poser une question. Vous croyez sincèrement à l'organisation des élections au Cameroun? Vous croyez que l'élection telle qu'elle est organisée au Cameroun vous donne satisfaction? Si vous posez cette question et qu'il faille vous répondre dans ce sens-là, ce serait un scandale. Christian Diop, ce sondage, comme dit Sylvain Tchokoga, peut influencer les électeurs le 7 octobre? En réalité, je t'ai entendu tout à l'heure que, souvenez-vous que l'élection est un jeu, qui a certains enjeux, qui a des règles du jeu, mais qui dépendent du jeu des acteurs, afin que cela produise un effet. L'effet peut être un effet voulu, parce que l'effet voulu, si l'effet recherché, c'est de décourager les gens. Mais il y a un effet non voulu, ce qu'on appelle généralement un effet pervers, c'est de révolter en réalité les populations. Parce que tout le monde, moi j'ai essayé de sonder un peu, je vous ai dit, je sortais du terrain, j'ai essayé de sonder un peu, tout le monde, ça irrite tout le monde d'entendre ce genre de choses. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a ça irrite pourquoi? Parce que Paul Biya est en tête? Parce que Paul Biya en tête encore, vu la situation qui est la nôtre, et a dit automatiquement l'effet inverse, c'est quoi? C'est que on va aller aux urnes, on va sanctionner cet état de choses. A dit ça ne va pas se passer comme ça. Et pour moi, personnellement, c'est un effet positif. Parce qu'en réalité, ça permet de booster aussi, quelque part, les électeurs d'aller aux urnes. Ce qu'on croyait décourager. Mais Emmanuel Fomo disait aussi, il y a de l'autre côté aussi, il y a des gens qui pensent que si Paul Biya déjà vainqueur, ils ne vont pas aller voter. En réalité, c'est une question de construction et de déconstruction. Oui. On est dans une logique de construction, c'est-à-dire d'intérioriser un peu la logique du pouvoir perpétuel et Yaoundé, c'est-à-dire ce pouvoir ancestral qui va continuer pour dire qu'il n'y aurait rien. Non. Maintenant, les acteurs politiques nouveaux, que sont Kabal Libi par exemple, essayent de déconstruire cette façon de penser pour lui qui disait tout à l'heure que les gens n'iront pas au vote. Non, c'est ça l'un des objectifs. Je n'ai pas dit que les gens n'iront pas au vote. 11 millions de citoyens. J'ai dit que le but du sondage peut être... Je partage partiellement votre point de vue pour dire des acteurs nouveaux, le contexte politique en lui-même, j'ai dit comme Kabal Libi, en mettant en place, n'est-ce pas, ce mouvement 11 millions de citoyens, a permis, n'est-ce pas, de booster, d'amener les populations. C'est un mouvement qui permet de socialiser, de conscientiser les populations pour dire, éviter de suivre ce discours apocalyptique, ce mythe, n'est-ce pas, de l'invincibilité de M. Biya où rien n'est possible, il gagnera à 80%, ainsi de suite. Non. Je vous assure, vous verrez bel et bien les résultats qui sortiront des urnes au soir du 7 octobre. Vous serez surpris. Enfin, je vous dis, vous serez agréablement surpris. Ceux qui pensent que rien n'est fait, il nécessite,
eux-mêmes, à leur niveau au sein du RDPC, nous sommes sur le terrain, pensent que ça va être l'élection la plus difficile qu'ils n'ont jamais eue jusqu'ici. Parce que les acteurs qui entrent en scène sont des acteurs qui permettent de mobiliser de par leur charisme. Vous n'avez qu'à voir Cabral Libi au quotidien, comment les populations se meuvent, comment on le suit. Venez par exemple au stade de Sikam le 23, vous verrez les milliers de populations qui sont là. Non, nous ne sommes pas encore en campagne. Non, nous ne sommes pas encore en campagne. C'est pour dire en réalité que ces acteurs, il y a des acteurs nouveaux qui permettent en réalité de passer outre. Donc, je crois que notre message est clair pour l'homme qui dit que nous n'avons pas d'activité programmatique. Non, les programmes sont là, ils sont alléchants, on a eu la chance de lire les programmes des uns des autres, mais on va passer outre. C'est-à-dire ce sondage a échoué parce qu'en réalité, il ne respecte pas les canaux scientifiques de construction d'un sondage. Par contre, par contre, vous avez vu des sondages qui ont été même commandés par, je veux dire, Afrique Informe, qui met Cabral en tête, qui sont proches, bien entendu, d'un parti que vous connaissez. Je ne vais pas le citer ici. Vous voyez que mais qui vous a mis en tête, voilà, votre candidat? Oui, mais parce que là, on a vu la traçabilité de ce sondage. Des internautes. On a vu comment ça fonctionnait. Oui, mais on sait aussi que Afrique Informe est proche de Cabral Libi. Ah non, je sais pas, je suis pas... Voilà. Si vous ne savez pas, moi je vous informe. Alors que les animateurs de Afrique Informe sont proches de Cabral Libi. Je dis donc on peut aussi se dire que celui qui a commandé, ce sondage a été fait par qui avec qui, ou qui roule pour qui. Proche de tout le monde. Et à 4 ans, on a échangé sur beaucoup de plans. Mais aujourd'hui, on n'est plus à la question de qui est proche de qui. Nous devons répondre à la question de la réalité, de ce qui est perceptible, de ce qui est visible, de ce que les Camerounais attendent. Oui. Je voulais poser la même question à vous, Kamine Ele. Est-ce que ce sondage ici, il fait tellement parler, est-ce qu'il peut avoir un impact sur le 7 octobre? Je vous avoue que je reste sur ma position. Un sondage n'est qu'un sondage. Oui. C'est-à-dire qu'une perception que l'on peut même juger de subjective, les intentions de vote, mais une perception qui est absolument subjective, mais qui fonde sa démarche sur un certain nombre de questions posées, surtout sur un certain nombre d'objectifs. Alors, quel est l'objectif de ce sondage-là? Parce que nous le savons tous, partout où les sondages sont faits, sont réalisés pendant une période politique, ils ont été commandés par quelqu'un. Ils ne sont pas commandés par des personnes neutres. Ils sont commandés par des partis, ils sont commandés par des groupes d'intérêt, ils sont commandés par des lobbies. Bon, pourquoi? Pour que cela ait une influence, bien évidemment, sur l'électorat. Et c'est de bonne guerre. Parce que si on dit, par exemple, au moment où on était en train de donner Jospin gagnant, vous pensez que au moment où, au bout du compte, il perd l'élection, vous croyez que ça fait plaisir à Jospin, à tous ceux qui estimaient que, bon, voilà, on a déjà gagné? Non. Le sondage n'est qu'un sondage. Et moi, je pense que, comme l'a dit M. Emmanuel Fomont. M. Fomont l'a dit, le sondage est quelque chose de normal dans une démocratie, dans un environnement démocratique, dans un contexte d'élection. Maintenant, le problème, c'est de savoir, maintenant, quelle va être la réalité du terrain. C'est tout. Pour le reste, moi, je ne vois pas pourquoi les gens sont en train d'attraper des grossesses nerveuses. Ok, Cédric Noufele, bonsoir. Bonsoir, Saint-Galon, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont constituer l'essentiel du 20h. Ce soir, vous verrez en image cet exode massif des populations qui fuient les régions anglophones pour se rendre à Douala. Et à la surprise des Camerounais, les pouvoirs publics imposent au préalable de savoir où se rendent ces Camerounais, une autorisation préalable avant de quitter les villes anglophones, notamment la destination et les motivations de départ de ces Camerounais. Cela suscite un tollé de réactions au sein de la communauté nationale et internationale. Et à ce titre, International Crisis Group, qui appelle la communauté internationale à soutenir la conférence générale anglophone, qui est considérée comme une étape décisive dans le règlement de cette crise anglophone. Sur la route d'Etoudi 2018, nous évoquerons cette campagne qui est en train de se préparer au sein des différentes formations politiques qui présentent des candidats à cette élection présidentielle, alors que Joshua aussi s'est fait anoblir par les gardiens de la tradition dans le département de la Lekié
c'est Maurice Kamto qui continue de brandir cette nouvelle coalition qui s'est structurée autour de sa candidature. On en parlera dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, l'essentiel du 20h, c'est dans un instant, le 20h qui vous sera présenté une fois de plus ce soir par Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours en compagnie des experts pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Et le premier à se prononcer sur la première partie du débrief, c'est Camille Nellet. Dites-moi, sur cette circulaire du délégué régional des transports du Nord-Ouest, il demande qu'en dehors, il faut indiquer la destination, les raisons du départ et le contact de la personne qui vous accueille. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de revenir aux années, on va mettre entre guillemets, de maquis, où il fallait un laisser-passer? Je vous avoue que je suis un peu surpris que ce soit le délégué régional des transports. Je me serais attendu à ce que ce soit le délégué général de la Sûreté nationale, oui. Le préfet... il n'a pas qualité, le délégué des transports? Non, je pense que pour une autorisation comme celle-là, il faut... un peu trop délicat? Oui, c'est délicat, c'est délicat. Et vous venez de rappeler la situation des années 60, entre 1960 et 70, pour quitter Douala. En fait, pour se déplacer d'une ville à l'autre, il fallait nécessairement un laisser-passer. Et il fallait savoir vers qui vous allez et où on peut vous trouver. C'était dans une logique simple, c'est-à-dire que empêcher la mobilité des terroristes à cette époque-là, pour empêcher qu'un terroriste quitte Douala pour aller opérer à Banga ou vice-versa, et maintenant canaliser, contrôler le mouvement des personnes. Aujourd'hui, où les populations sont en train de fuir les villages, et ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours vu dans les chaînes de télévision depuis 50 ans, oui. Où les gens se baladent avec leur natte, avec leur matelas, avec, heureusement, encore, on ne les voit pas encore sortir des villages, mais on est en train de constater quelque chose d'affligeant, d'absolument inédit et d'incroyable que personne n'aurait pu imaginer au Cameroun, des gens qui fuient pour aller rechercher la sécurité ailleurs. Or, moi je pense que cette mesure, qui devait être soit une mesure administrative, soit une mesure policière, moi je pense que là, on s'en mêle un peu les pédales. Il faudrait un peu revoir cette disposition tendant à contrôler le mouvement des personnes, parce que la situation est tellement grave. Les gens craignent avant tout pour leur vie. Ils ne craignent pas tellement ils craignent pour leur vie. Il est tout à fait normal et légitime que quelqu'un qui tient à la vie, à sa vie, à la vie de sa famille, à la vie de ses enfants ou à sa propre vie, ne reste pas là où des armes sont en train de tonner. C'est une situation absolument grave que les autorités doivent revoir avec énormément de minutie et surtout de tact. Ok, Christian Diop, dites-moi, une mesure liberticide, comme m'a dit Cédric Noufélé et Eric Marsan-Djomo? Vous me permettez déjà de m'incliner, n'est-ce pas, devant la souffrance que vivent ces populations. Regardez un peu l'état de la situation dans laquelle voyageaient ces populations, femmes et enfants. Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait s'interroger. On se demande bien si l'ordre politique qui nous gouverne a encore au cœur, bien sûr, de cette préoccupation l'homme. Heureusement que d'ici à là, ce serait terminé. Maintenant, pour traiter de cette circulaire, oui. Le Papinet voulait un peu interroger l'autorité adressataire d'un tel acte, qui est un acte purement liberticide, parce qu'il remet même en cause ici un droit fondamental, c'est-à-dire le droit d'aller et venir, qui fait partie des libertés. Quand demain, les organisations des droits de l'homme diront qu'au Cameroun a régressé de 100 ans, qu'au Cameroun on martyrise les populations, on dira non. Un tel acte est totalement abject, c'est-à-dire il est en inadéquation, bien entendu, avec la société dont nous prouvons. Heureusement, c'est un corollaire de la façon dont on est dirigé. C'est un État, je ne sais pas, je pourrais dire voyou entre guillemets, c'est un État policier, c'est un État où tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi. Voilà comment un délégué des transports peut prendre une telle circulaire. On se demande bien en qualité de qui ou en qualité de quoi. En réalité, qu'est-ce que ça recherche au fond? C'est de museler les populations. Et il faut dire non, il faut arrêter cet état des choses, parce que ça commence par trop faire. Ok, Sylvain Tchokoga, on a vu le gouverneur Kalia Bilaï à la gare routière Mai 17 samedi dernier à Bria pour dissuader les populations de ne pas quitter massivement la ville. Aujourd'hui,
c'est le délégué des transports, qui n'empêche pas, mais il demande que ceux qui veulent partir répondent à des questions qui mettent un peu, qui gênent un peu. Serge Alain, cette question commence à nous embarrasser un peu à nous au Cameroun parce que nous avons énormément de membres qui sont touchés par cette crise. Je vais dire par exemple, la secrétaire générale d'Anne au Cameroun, son domicile est inondé, des personnes qui viennent de cette localité, parce qu'il faut rappeler qu'elle a une source, une racine de ce côté. Donc quand je parle de cette situation, cela au jour d'aujourd'hui nous embarrasse un peu au point où nous nous interrogeons sur le pourquoi ça perdure. Parce que à une époque, vous le savez très bien, nous avons demandé l'urgence pour la tenue d'un dialogue, c'était l'année dernière, et que cela n'a pas été tout de suite compris. Mais aujourd'hui, je pense que cela fait plus mal. La déshumanisation de la situation de ces deux régions amène les Camerounais à se poser la question, est-ce que c'est le Cameroun que nous autres, nous avons souvent coutume d'interpeller les gens et de dire aux gens, nous ne sommes pas dans telle république ici, pour ne pas citer ces républiques-là. Pour simplement dire que, comme disait M. Nélé tout à l'heure, ça c'est des choses qu'on ne regardait qu'à la télévision. Et que du jour au lendemain, que vous avez une sœur, que vous avez un frère qui vit une déshumanisation. Il faut regarder, les gens dorment 48 heures dans une gare routière pour aller à une autre ville au Cameroun. Je pense que en 2018, cela ne devrait plus être possible. Donc pour dire simplement que cette circulaire, bien que cela a quelque chose d'important au niveau du renseignement qui permet d'identifier la mobilité des hommes, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est une restriction des libertés. En 2018, on se poserait bien la question à savoir pourquoi en sommes-nous là? Est-ce que le Cameroun, plus le monde avance vers une sorte de maturité, de croissance modernisée, le Cameroun est en train de vivre un peu comme si le Cameroun est maudit? On se poserait la question jusqu'à savoir si nous sommes maudits. Pourquoi est-ce que nous subissons ça? Est-ce que nous méritons ça? Que définitivement, que les gens ne prennent pas les questions d'intérêt égoïste, d'intérêt politique, d'intérêt économique pour faire perdurer cette guerre, cette crise qui aujourd'hui est en train de poser, sans doute, les Camerounais entre eux, même si on peut aller plus loin aujourd'hui et se dire que ce que nous avons vu hier, des revendications corporatistes, des revendications de gouvernance sociale, se transforment et est en train de se muer à une guérilla où on peut s'interroger aujourd'hui, est-ce que ce n'est que les Camerounais qui sont au front dans cette affaire? Et cela interpelle ici d'urgence l'État central du Cameroun à agir sans délai pour que nous sortions de cette peur, de cette misère. Parce que aujourd'hui, cette crise avec les mobilités est en train de se généraliser. Vous voyez, au centre, on interpelle les gens à garder de la vigilance. À l'est, on interpelle les gens à garder de vigilance. Au PK21, vous êtes sans ignorer qu'il y a une autre base qui a accueilli des anglophones, en fait des gens venus de ce côté-là, de ce côté, pour dire que toutes les villes du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas épargnées chez Alain. Donc, in fine, que le gouvernement de la République actuelle du Cameroun solutionne cette crise, bien que on met un peu, comme j'ai envie de dire, nous sommes allés finalement entre la charrue avant les bœufs en utilisant la force. Alors, la force a trouvé une riposte qui a créé une guérilla. Oui. Nous devons, au jour d'aujourd'hui, répondre avec fermeté, avec énergie, parce qu'il s'agit
des citoyens camerounais. Ok. Plus encore, ces gens-là, ceux qui meurent là-bas, Oui, ceux qui se déplacent là-bas sont détenteurs, sont détentrices d'une carte d'électeur. En démocratie, chaque homme qui tombe a une valeur que celui qui dirige. Donc, celui qui est ministre à Yaoundé prend conscience et se rend compte que celui qui est en train de mourir au sud-ouest, celui qui est en train de mourir à Batibo est également à la même valeur que moi, ministre. Emmanuel Fomon, sur cette... tout le monde est d'accord, hein, c'est une restriction des libertés. Oui, Serge Alain, je suis bien évidemment effaré par le contenu de cette circulaire. Moi, je crois qu'il y a des responsables dans notre pays qui se dotent d'une certaine ivresse. Je ne sais au nom de quoi et pour plaire à qui un délégué régional des transports peut prendre de telles décisions. D'ailleurs, je m'interroge si le délégué des transports a qualité pour prendre des décisions sur un domaine sécuritaire aussi important. Parce que le Cameroun est dans une situation déjà très difficile. Il ne faut vraiment pas en rajouter. Oui, parce que ça me rappelle l'époque de l'ex-Union soviétique, où pour voyager, il fallait remplir un certain nombre de conditions. Voilà. Ça, c'est une restriction très grave. Il ne faut pas non plus ignorer que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est un village. Le Cameroun n'est pas un pays isolé. Ce qui se passe à Kaélé et tout est bien vu. Il y a les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, l'information est circulée. Tout. Moi, je ne vois pas le but de faire ce genre de restrictions. D'empêcher, de demander aux gens de remplir un formulaire, c'est quand même très grave. Et j'appelle les autorités de notre pays, les autorités en la matière, de faire ce qui est nécessaire pour lever ce genre de restrictions. Ok. Christian Doc, sur l'appel, on va le dire, on va l'appeler comme ça, International Crisis Group, qui demande un soutien accru au cardinal Toumi et les autres par rapport à la conférence générale anglophone prévue pour les 21 et 22 novembre prochains. En réalité, nous dirons que quelle que soit l'autorité, n'est-ce pas, qui est à même de pouvoir faire asseoir les Camerounais que nous sommes pour pouvoir discuter au fond des problématiques que soulève, n'est-ce pas, cette crise, c'est à féliciter, c'est à encourager. Et qui puisse encore une autorité morale comme le cardinal Christian Toumi, qui est un symbole, qui est une image. En réalité, tout devrait se greffer. Les autres, hein, ils sont quatre. Ils sont quatre, c'est-à-dire toutes ces autorités, mais le cardinal Toumi est celui-là qui porte l'image. À travers son image, on pourrait s'y greffer et comprendre en réalité. Maintenant, il faut dire que cet État qui est toujours distant de la population, qui ne sait pas où se trouve sa base, ne sait pas où se trouve la citoyenneté, c'est un État en réalité qui est dans l'air. L'État camerounais aujourd'hui a du mal à percevoir la crise en réalité au fond. C'est-à-dire a du mal à s'asseoir avec les acteurs, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le nier. Ces acteurs autres, c'est-à-dire les meneurs de la crise, sont des acteurs, sont des symboles également. Ils sont écoutés, ce sont des leaders qui portent. On peut ne pas le vouloir, mais en réalité, on doit échanger avec ces gens, on doit s'asseoir autour du même table. Si nous sommes les enfants du même pays, il est question de s'asseoir et trouver enfin des solutions véritables. Donc c'est une initiative salutaire dont on doit soutenir. Okay. Et c'est ce que notre candidat prône depuis. Cardinal Kaminele, sur cet appel, ils ont constaté que ce n'était pas assez l'idée, ne trouvait pas l'adhésion, on va le dire comme ça, de la communauté nationale et internationale. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que la première réponse donnée par le chef de l'État face à cette crise, cette première réponse, c'est-à-dire la création de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, moi j'estimais que c'était une réponse assez timorée. Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Nous n'avons pas de problème de bilinguisme ou de culture multiculturelle au Cameroun. Nous avions besoin de la recherche de solutions qui puissent amener la fin des hostilités. Bon, maintenant, dès lors que le cardinal Christian Toumi et certains prélats ont pris la décision de pouvoir asseoir, de pouvoir réunir une sorte de conclave
uniquement anglophone pour préparer un dialogue national. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État n'a pas immédiatement saisi là-bas le bon pour dire, bon, essayons de voir ce que tu veux faire et on verra bien. On a plutôt C'était pas un problème de calendrier avec la présidentielle? Un problème de calendrier, moi je ne pense pas que... On devait les laisser d'abord voir. Parce qu'on ne sait pas... Imaginez depuis le lancement de cette idée par le cardinal... Le 25 juillet. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter le nombre de morts qu'il y a eu. Peut-être qu'à ce moment, il y aurait eu un cessez-le-feu. Même comme en face, nous avons affaire à des bandes armées qui ne sont pas forcément interconnectées, mais peut-être que ça aurait pu sauver des morts, des vies aujourd'hui. Moi, je pense donc que ce cri de International Crisis Group qui, pour moi, n'est pas toujours objectif par rapport à cette crise, parce que j'ai l'impression que cette organisation se place toujours dans le camp de ceux qui fustigent, qui estiment que c'est le Cameroun qui n'en fait pas assez ou qui a tort. Moi, je pense que dans une situation aussi compliquée que celle d'aujourd'hui, il faudrait que les gouvernants prêtent une oreille, se disent que bon, ok, c'est une initiative, voyons voir jusqu'où elle peut mener, parce que les gens meurent tous les jours. Vous connaissez des images qui circulent dans les réseaux sociaux, et moi je pense que le Cameroun s'enfonce. Donc c'est une initiative à saluer, on va bien voir, et je suis sûr qu'elle portera beaucoup mieux que la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui ne fait que du tourisme depuis qu'elle a été créée. Sylvain Tchokoba, sur cet appel de ICG. Rapidement. Sur cet appel de Crisis Group, International Crisis Group, j'ai envie de dire que, un peu comme Monsieur Nélé, le simple, c'est que nous mettons seulement là comme bémol, là, nous, le Cameroun, c'est sa posture, sa position de rapport déséquilibré sur beaucoup de crises au Cameroun. Mais maintenant, en tant qu'organisation de facilitation de la paix, c'est une bonne chose d'interpeller plusieurs autres personnes à se mobiliser, à fédérer, parce que ceci rentre en fait en droite ligne avec notre objectif, l'objectif d'Alun au Cameroun. À l'époque, nous avons proposé effectivement que le cardinal Christian Toumi porte une délégation pour que un dialogue soit établi pour mettre fin à cette crise. Mais malheureusement, nous n'avons pas été compris à cette époque-là. Mais si aujourd'hui, un dialogue inclusif peut avoir lieu pour nous au Cameroun, c'est une bonne chose. Et nous disons être derrière cela, mais c'est vrai que cette conférence avait été annoncée à une période, bien que les gens spéculent sur le fait que si cela avait eu lieu, ça aurait permis qu'il devrait avoir cette accalmie, une accalmie de ce côté, mais j'ai envie de dire que non, parce que l'État, le gouvernement n'avait pas encore tous les éléments. Okay. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, merci. Emmanuel Fomon, le mot de la fin sur cet autre appel de ICG. Oui, Serge Alain, mais je crois que le gouvernement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, le gouvernement a eu peur de se voir à la vedette, parce que le gouvernement a échoué à la résolution de la crise anglophone. Et moi je crois que le gouvernement aurait dû accepter, c'est-à-dire qu'il y avait une perche qui lui était tendue. Okay. À partir du moment où on n'avait pas, où tous les autres essais ont échoué, on aurait dû accepter toute résolution éventuelle qui s'amenait, en venant d'ailleurs d'une partie, venant du cardinal Christian Toumi, qui est lui-même anglophone, qui aurait pu rassembler. L'Église a été toujours une sorte d'autorité morale, comme le doyen l'a dit. Moi, je crois que quand on a, par exemple, chez soi, de l'eau qui coule, on fait appel au plombier le plus proche. Ok, merci. Merci Emmanuel Fomon d'être passé. Merci à vous, Christian Diop. Merci Sylvain Tchokoba. Merci Camille Nélé. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Foutoun.